Madame Bidot, quand elle est venue donc, aux journées en novembre, avait parlé d'une nouvelle technique qui consistait uniquement à faire une prise de sang chez la parturiente et ça a donné le diagnostic plus facilement. Enfin, il me semble que j'avais compris ceci présenté par Madame Bidot en novembre. Caroline, elle est presque à côté. Oui, bien entendu, c'est une nouvelle technique qui s'appelle le diagnostic prénatal non invasif, puisqu'il n'y a pas de geste invasif, on ne va pas aller rechercher soit du trophoblaste, soit du liquide amniotique, et ça se fait à partir d'un prélèvement de 10 ml de sang réalisé chez la maman, à peu près dans les mêmes termes, hein, c'est-à-dire à partir de 10 semaines d'aménorrhée. On peut maintenant réaliser ces techniques parce que techniquement on a des méthodes suffisamment sensibles pour rechercher la mutation éventuellement portée par le bébé dans l'ADN de la maman, puisqu'en fait on fait un prélèvement global de l'ADN de la maman avec l'ADN du fœtus, puisqu'il y a un petit peu d'ADN du fœtus circulant dans le sang de la maman. Alors techniquement, jusqu'à présent, on ne peut réaliser cette technique que lorsque c'est la maman, le papa qui est porteur de la mutation, puisqu'en fait on recherche une anomalie qui n'existe pas dans l'ADN de la maman, puisque c'est la mutation du papa qui est éventuellement portée par le bébé. Et c'est toujours en cours de développement lorsque c'est la maman qui est porteuse elle-même de la mutation. On espère pouvoir le mettre en route dans le courant d'ici la fin de l'année 2019. Donc le gros avantage de cette technique, c'est qu'il n'y a plus de geste invasif, donc bien sûr plus de risque de fausse couche après la biopsie de trophoblaste ou la ponction de liquide amniotique. Donc quelque part c'est plus simple, même si techniquement derrière pour nous c'est un petit peu plus compliqué. Et l'avantage c'est qu'on peut réitérer, si jamais il y a un doute sur le diagnostic, on peut réitérer une quinzaine de jours après, voire même encore une troisième fois. J'ai un commentaire à faire pour vous. Je voulais d'abord vous dire que vous aviez une réputation exceptionnelle parmi les patients et les couples qu'on revoit, nous, à Créteil. Vraiment, je dois dire que je suis très heureux de vous voir. Le deuxième élément, c'est que vous avez une spécificité pour nous qui est la prise en charge des cas sporadiques, qui est aussi quelque chose de très difficile. Je voulais vous remercier vraiment pour ça, parce que c'est vraiment, vous êtes à la fois adorable et en plus vous avez une spécificité, donc tout est cumulé pour faire de vous des êtres engagés dans la neurofibromatose. Merci. J'avais une question concernant la première intervention sur le suivi ophtalmologique des enfants. Vous avez décrit jusqu'à 7 ans, vous conseillez deux consultations par an. Et après, jusqu'à quand fait-on des consultations? Le suivi, là, il y a vraiment une tranche d'âge, 2 ans, 5 ans, 6 ans, où vraiment le risque est élevé. Après, c'est beaucoup plus rare, mais évidemment, il y a toujours des cas où on fait un diagnostic après l'âge de 6 ans, 7 ans. Nous, ce qu'on recommande, ça c'est notre expérience, c'est 2 fois par an, enfin chez les tout petits jusqu'à l'âge de 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, on fait 2 fois par an. Après, on relâche un peu et on fait une fois par an. Voilà, ça c'est un contrôle de vision et on ne fait pas des IRM toutes les 5 minutes, on fait une IRM de référence au diagnostic avec les neuropédiatres. Donc on travaille avec la neuropédiatrie de manière très rapprochée et après on surveille la vision et s'il y a une chute de vision, on refait, donc je parle juste de l'ophtalmo là, on refait une IRM parce que en fait c'est la chute de vision qui va déterminer aussi le traitement. Donc voilà, donc on est assez pragmatique. Nous on n'a pas changé tellement notre ligne de conduite depuis toutes ces années, puis ça marche assez bien.
Évidemment, après, il y a toujours des cas exceptionnels, mais comme dans toutes les manifestations d'ailleurs de la neurofibromatose, parce qu'on se retrouve toujours aussi avec des histoires de chasse, une tache café au lait, le gliome, enfin voilà, tout ça, ça aussi, voilà. Donc nous, on est dans cette approche. Et puis aussi, un enfant qui est après au-dessus de 7 ans, il peut aussi beaucoup plus facilement manifester, qui voit moins bien d'un œil, etc., qu'un tout petit. C'est les tout petits qui vont rien dire et qui risquent d'échapper et qui ont le plus gros risque. Donc ça, c'est notre approche. Je ne sais pas si... Voilà. Nous, dans l'enfance, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, s'il faut être rapproché ou pas. Je veux dire, mais moi, je veux dire, le schéma, il est à peu près uniforme dans le monde entier. Hein. Voilà, je veux dire, plutôt, En revanche, moi, je suis très cool à partir de l'âge de 10 ans. Oui, c'est ça. Mais quand je dis très cool, je suis très cool. Oui. Non, mais je suis d'accord. Hein, parce qu'on avait repris, quand on avait repris les gliomes des voies optiques en Ile-de-France et à Nantes, on n'avait jamais rien vu après 10 ans en termes d'évolution. Après, effectivement, comme le dit Hélène, il y a toujours l'histoire de chasse. L'histoire de chasse, nous on appelle ça histoire de chasse, vous n'appelez pas ça histoire de chasse, vous appelez ça ils ne sont pas bons, on n'a pas fait, etc. Mais vraiment, la question de fond, c'est combien de gens ennuyés avec un suivi pour une détection. Toujours le même truc, hein. C'est combien d'examens fait-on pour un cas. Et ben moi j'estime qu'à l'âge de 10 ans, vraiment, là, on est dans un principe de super précaution. Qui est pas... Voilà, nous, donc jusqu'à 7 ans, on est très... Voilà, après, de 7 ans à 10 ans, on devient plus cool. C'est un peu ça, mais voilà, on n'a pas... Et puis, c'est vrai qu'après 10-12 ans, franchement, moi, je dis, c'est un suivi ophtalmo standard. En même temps, c'est pas non plus des tumeurs qui vont se développer comme ça, brutalement. Voilà, elles mettent un certain temps à se développer, et l'indication dépendra de la profondeur de la chute de la vision. Donc, moi, je suis exactement comme toi. Et puis, il y a un dernier point, qui pour moi est quelque chose d'important, c'est quand je vois des adultes qui tiennent à cet examen ophtalmologique. Oui. C'est-à-dire que là, il ne faut pas non plus être paranoïaque sur ses yeux. Donc moi, vraiment, je vois des gens qui continuent vraiment à s'accrocher à des examens systématiques. Quand on est adulte, le risque d'avoir un gliome, une voie optique, il est super faible, même exceptionnel. Après, il y a des complications autres. On a vu des anomalies vasculaires sur des voies optiques. Il y a des choses qui existent, hein, mais vraiment, si on vous dit, c'est que épidémiologiquement, c'est-à-dire à l'échelle d'une population, on ne prend pas grand risque. À l'échelle d'un individu, c'est la même chose qu'entre un accident de voiture statistique et quand on conduit la bagnole accidentée. C'est pareil. Et quand vous dites suivi ophtalmologique classique, c'est comprenant un champ visuel ou juste l'acuité, parce que la personne lambda en général ne fait pas de champ visuel? Alors ça dépend de l'âge. Oui, non, mais après, quand vous avez dit, après 10-12 ans, on rentre dans le suivi classique. Alors après, après quand c'est déjà une acuité visuelle, ça c'est incontournable. Dans la mesure du possible, un champ visuel. Dans la mesure du possible, alors ça dépend où la personne est suivie. Parce que par exemple, nous, notre centre de référence, on ne peut pas absorber tous les patients parce qu'on ne s'en sort plus, on est déjà en surchauffe absolue. Donc après, c'est les ophtalmos de ville. Si nous on suit quelqu'un, on fera un champ visuel, mais dans la mesure du possible. Après, si l'acuité visuelle est bonne, qu'il n'y a pas de plainte, que le fond d'œil est normal, et qu'on voit le patient tous les ans, il n'y a pas besoin non plus probablement de faire un champ visuel tous les ans non plus, parce que ça dépend de la disponibilité des personnes qui reçoivent le patient. Oui, mais moi je raisonnerais statistiquement. Oui. C'est-à-dire que je prends 100 patients atteints de l'ANF. Oui. Il y en a 15% qui ont un gliome, à peu près. Parmi les 15%, il y a 10% des 15%, pas 10% des 15%, mais 10% qui sont asymptomatiques au champ visuel. Donc il en reste 5%, 5 personnes. Ceux-là, ils ont une anomalie au champ visuel. Donc ceux-là, on les suit. Donc c'est 5 sur 100. Les 95 qui n'ont rien. Au-delà de l'âge de 10 ans, faire un champ visuel
Aux 95 qui n'ont rien, ça ne sert à rien. Donc en gros, il y a deux questions différentes dans la question. Il y a que fait-on quand on a un gliome, que fait-on quand on n'a pas de gliome. Quand on n'a pas de gliome à l'âge de 10 ans, on fait, moi à mon sens, le champ visuel n'a pas d'utilité, et ça je vais laisser les professionnels répondre. Si on pouvait, non mais c'est comme moi, c'est-à-dire que après 10 ans, franchement, comme tu dis, on devient très cool. On devient ultra cool en fonction de l'acuité visuelle, de l'IRM de départ, etc. Le risque est très faible. Alors, effectivement, un champ visuel tous les ans n'a pas de sens. Alors, on peut en faire un éventuellement de temps en temps s'il y a une plainte, parce que aussi ça dépend du contexte. Et le champ visuel chez les tout petits est très difficile aussi. Donc voilà, donc c'est pas. Je suis d'accord avec toi, parce que bon, là, on est vraiment très académique, mais nous, à partir de 10 ans, même un peu avant, moi je dirais 8 ans, hein, moi je relâche beaucoup. Ce qu'on ne veut pas, nous, notre obsession en tant qu'ophtalmo, c'est les tout petits. Et c'est ceux-là qui sont à risque, c'est ceux-là qui risquent d'avoir l'énorme gliome, le truc qui va évoluer, celui-là, par contre, sur plusieurs mois, où il va y avoir une baisse de vision, c'est ceux-là qu'on veut choper. Par contre, et c'est ceux-là qui sont les plus difficiles à identifier, puisque c'est ceux qui vont être le moins participatifs à l'examen, qui vont être le plus difficiles à rester tranquille pour faire un OCT, etc. C'est ceux-là qu'on veut avoir. Après 7 ans, 8 ans, on est quand même beaucoup plus tranquille. Maintenant, le champ visuel, moi je dirais, par exemple chez nous, on ne ferait pas à chaque fois. Si j'ai un enfant de 15 ans, par exemple, on l'aurait fait une fois, je ne sais pas, à 12 ans, éventuellement, s'il y a une plainte, s'il y a quelque chose, 5 ans plus tard, c'est comme rétinopathie, je vais dire, mais bon, pas de manière obsessionnelle. Voilà, ça je pense qu'il faut vraiment, parce qu'on n'a pas les moyens, en fait, de faire ça. On n'a pas la disponibilité d'ophtalmo, des appareils qui sont destinés à des patients qui ont d'autres pathologies qui sont beaucoup plus évolutives et qu'on doit suivre de manière plus... Donc il faut être rassuré. Je crois que le message, c'est vraiment que une fois que le gamin a plus de 7 ans, 8 ans, à partir de ce moment-là, on relâche complètement les choses. Parce il peut manifester, il peut dire « Ah, j'ai l'impression que j'ai un problème au niveau de l'œil », donc déjà, ça c'est le meilleur moyen. Et il n'est plus du tout dans la tranche de risque. Nous, ce qu'on veut, c'est choper les tout petits. C'est eux qui ont le risque majeur d'avoir un gliome. C'est eux qu'il faudra éventuellement traiter de manière lourde, etc. Et empêcher que la vision soit perdue d'un côté. Donc ce qu'on veut, c'est maintenir la vision du côté où il y a un gliome. Ça, c'est vraiment le truc. C'est le suivi pédiatrique, il est là. Moi, docteur Ferklin, moi je voudrais vous parler un petit peu, enfin ce sera une suggestion, en même temps une question, parce que j'ai quelques patients qui sont suivis à l'IGR, ils alternent en fait la surveillance par imagerie cérébrale et l'année d'après par un examen ophtalmologique. Est-ce que ça vous paraît à quel âge? À l'âge adulte? Moi je parle spécialement de ceux qui ont un gliome à l'âge adulte ou adolescent. Alors après ça dépend, s'il y a un gliome qui est déjà présent, là c'est à l'appréciation de l'ophtalmo et de l'oncologiste. Alors là, vraiment, ça, c'est leur appréciation en fonction de l'évolutivité, en fonction du traitement, etc. Donc, c'est pas du suivi, c'est pas du dépistage. Là, c'est à l'appréciation. C'est pas le même sujet, je dirais. S'il y a déjà une lésion et qu'il y a déjà eu un traitement, là, c'est à l'appréciation de l'ophtalmo et de l'oncologue. C'est pas la même chose qu'une personne qui va très bien, qui a 10 dixièmes et qui éventuellement va aller tous les ans avoir une IRM, ça n'a pas de sens. Ça, par contre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a 10 dixièmes, qui a une neurofibromatose de type 1, qui a eu une IRM de référence normale, moi, je n'irais pas lui faire un IRM tous les ans. Non, tous les 2 ans, même tous les ans. Non, excusez-moi, avec un gliome connu. Si un gliome connu, c'est différent. Voilà. Ça, c'est différent. C'est très compliqué, ces histoires-là, parce que... À chaque fois, c'est la discussion.
Non, parce que ce que tu cites là, c'est très différent, ça là. C'est-à-dire que, effectivement, la stratégie de dépistage, c'est pas la même que la stratégie de suivi. La stratégie de suivi, et moi je suis extrêmement cool avec la stratégie de suivi, parce que quand on avait repris il y a très longtemps, on l'a publié, je pense, en 2006 ou quelque chose comme ça, on avait repris 120 gliomes en France, symptomatiques. Donc, en gros, des patients qui ont été traités ou qui auraient dû être traités, etc. On n'a jamais rien vu comme évolutivité à partir de l'âge de 10 ans. Ce qui implicitement voudrait dire que même si on a un gliome, enfin, je dirais installé, à l'âge adulte, il ne faudrait pas le surveiller, parce qu'il ne bouge pas. Et que de toute façon, le risque à l'âge adulte, ce n'est pas un risque tumoral, c'est un risque vasculaire. Et donc là, on est dans quelque chose et qui touche en plus une minorité de patients. Parce que là, pour le coup, on est sur les 5 sur 100 que j'avais cités. C'est-à-dire que si on prend 20 000 patients en France, on est à 5% de 20 000. Alors je suis trop fatigué pour faire le calcul. Il y a des gens qui le feront à ma place. Donc c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et puis après, c'est effectivement la politique au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des IRM tous les ans, il y a des gens qui espacent, il y a des gens qui rapprochent, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, mais fondamentalement, je pense que ça n'a aucune importance. Et puis il y a aussi le gliome dans le contexte de la neurofibromatose de type 1 et le gliome hors contexte de la neurofibromatose de type 1. C'est deux situations aussi différentes. Et moi je suis d'accord pour dire que il est plus... Voilà, il n'y a pas des formes qui évoluent à l'âge adulte avec des reprises de croissance tumorale, etc. Enfin, à ma connaissance en tout cas. C'est vraiment, encore une fois, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que vraiment c'est le tout petit qu'on veut, vraiment, c'est celui-là, c'est le gamin qui a cet âge café au lait, qu'on voit en consultation de génétique, qui a quelques mois, 1 an, celui-là, qui a... on va lui faire son IRM. Parce que là, nous, on a trouvé des enfants qui ont des gliomes et qui ont après eu des suivis en oncopédiatrie, etc. Et ceux-là, ils peuvent avoir effectivement une baisse de vision. Et c'est ceux-là dont on veut empêcher la baisse de vision. Parce qu'une fois, par contre, qu'il y a une baisse de vision, c'est beaucoup plus difficile, ça peut être beaucoup plus difficile de rattraper les choses. S'il n'y a pas de traitement. En fonction des formes, encore une fois, il y a des formes qui sont très lentement évolutives ou pas évolutives, et d'autres qui sont plus alors on a effectivement des patients qui ont eu qui auront une baisse de vision avec un scotome central, etc. Ça, on en a. Donc c'est vraiment la vigilance, elle est sur le tout petit. Jusqu'à 6-7 ans, ça c'est vraiment des enfants qu'on surveille comme le lait sur le feu. Et on ne fera une IRM que si on a une baisse de vision. Parce que, en fait, dans notre centre de référence en tout cas, on est assez solide pour suivre les enfants avec une vision qui est assez fiable et des personnes qui sont entraînées à suivre la vision des tout-petits. Alors là aussi, il faut avoir une expertise de suivi de vision du tout-petit, mais on est confortable avec notre stratégie, en tout cas dans notre centre, et le fond d'œil, etc. Je crois que vous avez une question. Peut-on comprendre alors que les clients n'évoluent plus, ils sont, c'est-à-dire, on a un nombre de clients éventuel. Une fois qu'on est né, c'est du mal, c'est quand même un petit peu comme ça. C'est vrai qu'il y a 9 ans, qui a un client principal, un carton. Ils ont un nombre déterminé. Ils naissent, ils sont enfants, on les voit, et ça n'évoluera plus jamais. Il n'y en aura pas d'autres. Alors, on peut naître, je ne sais pas si vous avez compris la question, mais sans avoir un gliome à la naissance, vous voulez dire, si on n'a pas de gliome à la naissance, et ça veut dire qu'on n'en aura pas. Je pense que c'est pas ça. Ça peut se développer après la naissance. Si c'est votre question. Je pense que ça peut se développer après la naissance. C'est pas parce que si on prend un enfant qui a une néophyromatose à la naissance et on fait une IRM et on voit pas de gliome, eh ben, ça veut pas dire qu'il va pas en développer un. Donc il faut le surveiller. Voilà. C'est ça
message. C'est vraiment une tumeur qui apparaît dans la petite enfance. Jusqu'à ses 7 ans. Jusqu'à ses 7 ans. Après les 7 ans, sinon ça n'a pas évolué. Le risque est beaucoup, beaucoup plus faible. Et beaucoup plus faible. Il y a parfois des tumeurs qui sont l'apanage du jeune âge, hein, comme le rétinoblastome par exemple, qui est une tumeur de la rétine. Je prends ça comme exemple, qui n'apparaît que chez les tout-petits avant l'âge de 3 ans. Il y a des tranches d'âge pour certaines formes de tumeurs, comme par exemple le gliome dans la lymphomatose. On a une tranche d'âge qui est vraiment assez bien déterminée. Et après un certain âge, le risque est beaucoup, beaucoup plus faible, comme l'a dit M. Wolkenstein. D'accord, merci. Ok. On va en rester là, je pense. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence ce matin et votre intervention. Merci.